La semaine, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans notre Digital Room le premier invité de la saison, Monsieur Marwan Hermesh. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on veut, nous autres Marocains, on peut. Il faut qu'on travaille sous la pression, mais on arrive à atteindre vraiment des résultats impressionnants. Monsieur Marwan Hermesh est fondateur de Consultor, cabinet de consulting, et de Monitor, prestataire de veille et revue de presse. Fin de l'épisode, il partage avec nous son regard sur les événements récents à l'ère du coronavirus, et on parle bien sûr actualité digitale au Maroc. Vous écoutez Digital Room, épisode 5. في المغرب في 2017 مثلا على انه بداوا ما سميناه بالكريبتو. Le Maroc et notre jeunesse regorge de compétences dans le domaine du digital. الاستراتيجية الحالية تضع آفاق تمكين بلادنا من ربح رهان الولوج إلى عصر الثورة الرقمية. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un nouvel épisode de Digital Room, معنا bien sûr Anas. Bonjour Marwan. Bonjour Anas, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va super. Et معنا un invité, notre invité aujourd'hui c'est Marwan Hermesh. Alors Marwan Hermesh, le fondateur de Consultor, cabinet de consulting en com digital et en dématérialisation, Monitor aussi, qui est prestataire de veille et revue de presse. Bonjour c'est Marwan. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes très contents de vous recevoir dans Digital Room. Ça nous fait énormément plaisir. Merci. Alors كما شفنا bien sûr حنا كنعيشوا aujourd'hui un événement اللي هو المغرب اللي touché le coronavirus, alors cette pandémie. Donc depuis le début de la pandémie et surtout مع les mesures de confinement, bien sûr غنتكلموا digital. On va parler des réseaux sociaux et de l'utilisation des médias sociaux اللي ولاو fortement utilisés à travers le monde وماشي غير au Maroc. Donc les réseaux sociaux c'est vrai que كانوا بعض الناس كيقولوا انهم كانوا كيطاكسيهم de nuisible à la sociabilité, comme quoi ça enferme les gens dans des bulles, mais je crois que aujourd'hui ça révèle peut-être le contraire. Alors c'est Marwan Hermesh. Alors est-ce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, est-ce qu'ils se révèlent tout à coup comme l'ultime rempart contre l'isolement? Absolument. Donc, ce qui a été remarqué, en fait, il y a eu des conséquences qui n'étaient pas prévisibles par rapport à cette crise sanitaire et par rapport au confinement. Donc, premièrement, c'est une utilisation de l'Internet en général qui a fortement explosé. Ce qui a même posé des problèmes de bande passante dans certains pays. Heureusement, ici au Maroc, on n'a pas encore détecté de difficultés majeures. Il y a quelques soucis de temps en temps, mais globalement, on tient un petit peu la route. Donc, le premier effet visible, c'est là où on a commencé à s'intéresser un petit peu à l'utilisation d'Internet, c'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y a une surutilisation qui a été constatée au niveau les tuyaux, c'est aussi je puis dire. Donc au niveau des tuyaux, de l'infrastructure. Le deuxième niveau qui a été constaté, c'est que une surconsommation des médias en général, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier que même la télé, notamment nationale, est très suivie pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que les Marocains suivent un peu ce qui se passe, notamment par rapport à cette crise, que ça soit les effets d'ILH sur le niveau sanitaire, sur le niveau économique, les décisions du gouvernement, les dispositions à prendre, etc. Mais les dispositions à prendre, mais aussi sur un niveau sanitaire, puisque une grande partie de la population suit pour voir quelles sont les nouvelles décisions prises par le gouvernement entre le confinement, le port du masque, etc. Donc la télé aussi est sortie gagnante un petit peu entre parenthèses de ce confinement. Et puis le troisième niveau, donc on a au niveau de l'infrastructure Internet, au niveau de la consommation des médias, notamment la télé, et puis la consommation des médias sociaux.
où on voit un peu un changement, parce que dans les études qui étaient au préalable sur les différents équilibres, enfin les différentes la répartition de l'utilisation de l'internet en général et les réseaux sociaux, on demandait aux gens, il y a l'enquête de l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation des télécoms, qui fait une enquête annuelle pour demander aux Marocains pourquoi vous vous connectez à Internet, à partir de quel dispositif, quels sont les usages. Et donc, sur les différentes utilisations, donc il y a le côté travail pour ceux qui font le télétravail. Donc c'est devenu un outil incontournable parce que sinon on peut pas travailler à distance, avec toutes les dispositions qui ont été prises au niveau de l'administration, au niveau de l'entreprise, des entreprises privées, au niveau des auto-entrepreneurs, comment ils se sont réorganisés pour pouvoir utiliser travailler autrement avec des outils de visioconférence, avec de la collaboration en ligne sur des documents, entre le partage des contenus, etc. Parce qu'on a complètement changé notre manière de travailler et ça a été un peu imposé par les dispositions. Et puis sur les réseaux sociaux eux-mêmes, où on voit là aussi un abus, entre parenthèses, dans l'utilisation de la fonctionnalité live. Donc je pense que c'est un moyen pour les gens de se sentir un peu moins seuls, que de se mettre en scène, d'avoir des lives. Donc on voit des lives sur les différentes plateformes, sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc là, si je peux résumer ça en une phrase, une explosion de l'utilisation des plateformes en ligne, notamment les réseaux sociaux. Ok, mais en fait, Anna, je trouve tu as une grille de lecture assez pertinente par rapport aux événements, justement, les Rouhsel d'Aba. Toutefois, est-ce que tu penses pas que l'effet que tu es en train de décrire, en fait, c'est quelque chose qui concerne seulement la première semaine? Parce que je pense que dès que l'effet de panique, il s'est traduit justement par l'utilisation, on va dire, assez folle des réseaux sociaux. Mais plus on avance dans ce confinement, plus le comportement, j'ai l'impression, des gens est en train de changer. Ça veut dire qu'il y a une certaine lassitude qui s'installe et que, en fait, on se tourne peut-être carrément des réseaux sociaux, du volet, je parle, informationnel vers le volet plus relationnel. Parce que les premières semaines, tout le monde, filmait quand il y a Covid ou la coronavirus, il cliquait. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que je sais pas, peut-être que toi tu as des chiffres de ton côté niveau média, mais est-ce que tu penses pas que le comportement a changé en fait entre la première et la deuxième semaine par exemple de cette crise? En fait, on n'a pas réellement d'études comportementales pour étayer ça sur le plan scientifique sur les comportements. Mais le constat, je le partage un peu partiellement. C'est vrai qu'il y a une surinformation par rapport à ce qui se passe, et puis à un moment les chiffres ne font plus. Par exemple, les points de presse organisés par le gouvernement et le ministère de la Santé sur les chiffres. Au début, c'était très suivi. Après, on y jette un coup d'œil pour dire ça a dépassé 800, ça a dépassé 1000. On se pose des questions un peu sur ces chiffres-là. Pourquoi on n'a pas fait beaucoup de tests? Le niveau de létalité, c'est-à-dire de mort, est-ce qu'il a augmenté ou pas? Mais globalement, je pense que la tendance globale reste quand même une utilisation des réseaux sociaux. Ce que tu dis par rapport à l'aspect récréatif, c'est clair, elle est là. Mais aussi, il faut pas oublier le côté informatif, parce que parce que les gens se posent des questions. Premièrement, qu'est-ce que prend le gouvernement comme décision? Et donc, on a vu avec les aides directes, que ça soit les gens d'El Ramet, que ça soit la CNSS, etc. Donc là, il y a bien sûr, il y a un engouement pour aller chercher l'information sur les modalités. Et puis sur les masques, est-ce qu'on va les trouver? Oui. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la succession des événements a fait justement qu'à chaque fois il y a des pics comme ça d'intérêt pour l'information. Sur par exemple la deuxième semaine, c'est un phénomène qui s'est un petit peu, on va dire,
démontré certains pays, peut-être pas le Maghreb, mais genre مثلا sur la deuxième semaine, on a vu مثلا que les gens en fait ils ont intégré ce mode de confinement, ils se sont mis en fait à par exemple faire des achats en ligne et plein d'autres usages, on va dire, d'internet autres que simplement être là en mode panique à attendre qu'ils marquent les derniers chiffres de tel pays ou de tel pays. Non, je suis d'accord. D'abord, comme disent les Russes, l'homme n'est pas un animal, il s'adapte à tout. C'est-à-dire, contrairement à un animal, il a un contexte géographique, il a des conditions de vie. Si on sort cet animal de ce contexte, il meurt. Contrairement à l'humain, qui a cette forte capacité d'adaptation. Et c'est ce qu'on est en train de constater effectivement sur le changement, le mode de vie, le rythme de la journée, la manière d'organiser et de s'organiser en communauté, et puis sur l'utilisation des différents outils. Tu as relevé un point concernant le e-commerce. Et ça, ce que je trouve une bonne chose, à la fois dommage et une bonne chose. C'est-à-dire que pas mal d'acteurs nationaux qui avaient les moyens de se convertir au mode e-commerce depuis plusieurs années ou plusieurs mois, qui avaient la capacité, les budgets, le savoir-faire, etc., et qui n'ont pas fait ce virage-là. Je pense notamment aux grands opérateurs de la grande distribution, le commerce du détail, les services en ligne en général, et qui se sont retrouvés en train d'essayer de mettre en place très rapidement des services en ligne, alors qu'ils auraient pu le faire il y a une année, il y a 2 ans. C'est ça. Le consommateur à le faire, bien étudier le business model, mettre en place C'est exactement ça. Non, mais en fait, là, tu mets clairement le doigt sur un truc, on a parlé pas mal, les derniers épisodes Camille, ils portent sur ça. C'est qu'en fait, la transformation digitale du Maroc, elle est en train de se faire, l'espace de quelques jours, alors que c'est bon, on sait très bien que c'est un process qui prend beaucoup de temps. Mais on a vu, des médias s'adapter, on a vu des acteurs de grande distribution en train d'innover d'un coup, le remote également au niveau des entreprises. Quel regard toi tu portes en fait sur la réaction ou la riposte qu'a eu le Maroc ou les institutions les entreprises Diallo? Tu sais, pour la petite histoire, j'étais en Chine, à Pékin, en janvier 2020. Bon, je pense, on est quoi? On est en avril, donc là, on est sûr qu'il y a rien, tu vois. Ouais, j'étais là-bas à Pékin, 3 jours pratiquement avant la mise en place des dispositions, que ce soit en Chine, que ce soit dans les autres pays. Et pendant les 10 jours que j'ai passé là-bas, j'étais impressionné par le niveau, j'étais impressionné partout. C'est un pays impressionnant, et ceux qui ont fait le voyage le constater, mais surtout sur cet aspect de transformation digitale qu'ils ont pu faire. C'est-à-dire que mes contacts, et j'ai été très touché par ça, c'est qu'ils ne portent pas de cash sur eux. C'est-à-dire que l'argent fiduciaire, l'argent en monnaie ou n'existe pas. Les dizaines de personnes que j'ai rencontrées, et j'ai posé la question parce que la première personne m'a dit en fait je ne porte jamais de l'argent sur moi. Bon, j'ai trouvé ça un peu atypique, mais j'ai fait l'expérience de poser la question systématique et tous m'ont dit non, on porte pas sur nous du cash. Tout se fait par téléphone, le paiement, et je me suis mis à cette expérience moi aussi j'ai arrêté de faire le change ou de payer par carte bancaire. Même la carte bancaire, je ne l'utilisais plus. Je me suis converti à leurs outils et donc tout se fait par QR code, se fait par téléphone, etc. Et ça rend la vie plus facile, je crois. Beaucoup plus facile. Par contre, le retour, je pense, il a dû être difficile quand même au Maroc. La réadaptation a été. Alors pour revenir le cas le Maroc, je pense que sur un niveau global, je pense que le gouvernement jusqu'à maintenant, globalement, il a fait sans faute. Il y a eu des petits couacs de coordination qui se sont très vite rattrapés. Et on le voit même au niveau des masques, on annonce
Oui. Lundi l'après-midi, à partir de mardi, il y a le port de masque est obligatoire, mais au niveau de la logistique, ça ne suit pas encore, mais je pense que ça va se rattraper très rapidement. Donc, je pense que la réponse du gouvernement jusqu'à maintenant a été vraiment, elle a été réactive. Il y a une bonne coordination. Les décisions sont prises assez rapidement. On a pris des dispositions, je pense, assez rapidement. Au niveau des décisions globalement politiques et économiques, jusqu'à maintenant, à travers le comité de veille et les différentes coordinations qu'il y a entre le secteur privé, le secteur public, les banques, la CNSS, etc., les services de santé, les services de l'intérieur. Globalement, c'est vraiment les dividendes de l'État, de l'existence d'un État fort au Maroc. Évidemment, il y a toujours le côté autoritaire dont on a peur par rapport aux libertés, par rapport à Adam, mais sur un côté, un État fort qui encadre le territoire marocain a pu coordonner les travaux de manière très globalement correcte. J'aimerais avoir ton avis sur l'e-learning, parce qu'ils ont fait, c'était, on va dire, une annonce assez forte de dire que l'année scolaire elle va continuer, que les vacances ont été reportées, mais bon, après j'ai vu quand même passer des articles qui disaient en fait il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. Est-ce que tu partages justement cet avis? Sincèrement, moi mes enfants sont dans une mission étrangère. Je n'ai pas une expérience terrain, mais de ce que j'ai pu voir à partir des échanges avec les familles, mon entourage, etc., c'est que là le retard qu'on a sur les différentes dimensions de la transformation digitale normale, notamment sur la partie e-learning, on est en train de payer un petit peu le prix. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui, quel est son discours? Il dit on a une plateforme sur lesquelles on peut se connecter pour accéder au contenu. Et ça, je pense, sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Les contenus peut-être existent, pas tous, pas pour tous les niveaux, pas avec parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir un retour d'expérience significatif pour dire la performance de ces contenus. Mais là où il y a le problème, il y a aussi des moyens d'accompagnement au niveau de la chaîne Rabia qui fait du contenu en ligne. On a pas mal de chaînes YouTube qui se sont mis avec des personnes qui ont pris l'initiative de créer le contenu. Donc là, globalement, je pense que on a un contenu. Peut-être pas complet, c'est pas l'idéal, mais il y a un contenu. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de contenu. Mais là où il y a un problème, c'est au niveau du rural, au niveau des familles qui ne disposent pas d'un équipement informatique, les coûts d'abonnement à Internet qui peuvent être assez compliqués à intégrer dans les budgets d'une famille à revenus modestes. Je pense que c'est là où on avait besoin d'une politique, mais c'est un peu trop tard pour dire il y avait cas où là il fallait que. Je pense que ça c'est vraiment une leçon. C'est que le prix aujourd'hui qu'on va payer au niveau de la scolarité de nos enfants, et ça c'est vraiment l'une des conséquences les plus graves, parce que l'économie on peut reconstruire, mais une génération qui n'a pas pu accéder à l'enseignement, c'est ça vraiment, parce que ça touche directement notre avenir. Donc c'est là où je pense qu'il y a un effort et une réflexion à faire, comment aider les familles qui ont des enfants, les familles peut-être le père et la maman, est-ce qu'ils sont analphabètes ou analphabètes sur le plan technologique. Comment ce problème-là ne puisse pas toucher leurs enfants dans l'opération d'apprentissage. Et c'est là où on aurait pu faire des choses il y a bien longtemps, justement pour faciliter l'opération d'apprentissage. J'ai juste une petite remarque que j'ai postée sur Twitter. Il y a eu une annonce que les opérateurs télécoms permettaient l'accès à la plateforme gratuitement. Alors, mais je trouve que cette disposition dans un contexte de solidarité n'est pas suffisante, pour la simple raison, c'est que pour apprendre, on n'a pas seulement besoin d'accéder à une plateforme pour apprendre,
il y a toute une opération de communication qui se fait entre l'élève et le professeur et entre les élèves entre eux. J'aurais aimé qu'on puisse mettre en place des offres spécifiques aux élèves qui leur permettent d'envoyer des audios WhatsApp parce que il y a pas mal de contenu vidéo qui doit être envoyé, je sais pas, une récitation d'un oui, truc. c'est vrai. À part زعما l'échange sur WhatsApp avec les élèves, des fois même en suivant un cours, l'élève il a besoin de faire des recherches peut-être sur Google, trouver des significations, d'autres définitions à les عطيه le prof. Donc c'est vrai, moi aussi كنا درنا la même remarque, je crois, l'épisode oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Alors je continue un petit peu sur les je pense que globalement on a eu une réponse étatique jusqu'à maintenant au niveau. Bon, il y a toujours nos concitoyens qui sont bloqués en Espagne, dans certains pays, qui n'ont pas été rapatriés. Il y a le décalage un peu dans le temps entre la prise de décision et sa mise en œuvre, notamment le cas le masque, on l'a vu, le cas de la distribution les autorisations de déplacement, mais globalement je trouve que qu'on a globalement assuré et les choses vont dans le bon sens. Alors je vais passer à un autre sujet puisque كنتكلموا على l'intervention ديال le gouvernement في وسط coronavirus. بغيت نتكلم على le gouvernement يعني فاش il a choisi la fermeté contre les producteurs de fake news. Ou la question اللي كتبغي نطرح, est-ce que aujourd'hui l'information sur les réseaux sociaux a compté parmi les victimes du coronavirus? Il y a deux niveaux dans ta question. Donc la première, c'est par rapport à la réponse officielle, la fake news. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a eu tout contexte anxiogène, tout contexte où il y a une crise, il y a une réaction naturelle chez certaines personnes à créer des contenus ou à croire des contenus ou à mal interpréter certaines informations et de les... Ça c'est pas lié à un niveau de développement d'un pays ou autre. Ça c'est une réaction humaine que d'aller le faire. Mais la réponse, je trouve qu'elle a été très très rapide, que ça soit sur un niveau législatif, qu'un niveau répressif, par rapport au fait que les autorités ont pris les choses au sérieux et ils ont sévi par rapport aux créateurs de contenu, de fake news. Alors, mais j'ai un certain nombre de problèmes par rapport à ça. La première, c'est que vu l'évolution de notre société, de notre État et de notre pays en général par rapport à la liberté d'expression, etc., il n'y a pas de contre-pouvoir et l'autoritarisme est très proche parce que on aura un sécuritaire qui ne conçoit pas Internet comme étant un espace de sécurité, et j'ai peur qu'on puisse profiter de ce contexte pour réduire les marges de liberté. Je ne dis pas que les décisions qui ont été prises n'étaient pas pertinentes, mais il y a toujours une correspondance entre ce qui a été fait et la sanction. Il faut que ça soit qu'il y ait une certaine correspondance entre les deux, et j'ai peur qu'on puisse, parce que je donne l'exemple d'El Mouinaïma, qui est une analphabète, mais qui a un impact fort. Oui. Ces vidéos sont vues 2 millions, 3 millions. Est-ce qu'elle mérite de partir en prison? Oui, analphabète ne veut pas dire qu'elle est bête. Elle est intelligente, mais elle n'a pas le savoir. La preuve, elle a construit son business model sur la création de contenu aidé par des personnes pour avoir une source de revenus à partir de ça, et à détecter le mood de son public pour qu'elle puisse proposer des contenus dans ce sens-là. Mais est-ce qu'elle mérite de partir en prison? Est-ce que il y a toujours cet aspect-là dans notre logique pénale, que la prison est la première des solutions, alors que c'est la dernière des solutions. Quand on voit que la personne n'a pas le niveau pour comprendre ou pour interpréter un phénomène complexe et sa prise de position, on peut
réguler, on peut modeler un peu la sanction en fonction de. Donc, en fait, Anna, je comprends un petit peu. L'argument, ça se tient. Certes, il y a des circonstances atténuantes, justement, le cas que tu es en train de citer, voilà, Menaima, qui bon. Juste un exemple. Juste un exemple par rapport à d'autres créateurs de contenu, parce qu'on a vu, excuse-moi de couper, c'est venu dans un contexte déjà un peu répressif par rapport aux blogueurs en général et youtubeurs, qui a été entamé par les autorités depuis quelques semaines, depuis novembre, décembre, où on a vu un certain nombre de blogueurs être poursuivis, etc. Donc moi j'ai très peur sur la liberté d'expression. Je ne dis pas que ça va être la fake news, mais il faut contextualiser tout ça pour qu'on puisse avoir une réponse équilibrée. Les fake news, c'est plus quand je parle de fake news, je pense plus les petits messages audio, les petits screens qui passent sur WhatsApp, où là on peut même pas identifier la personne qui les diffuse en fait, parce que là à la limite on va très bien identifier Menaima qui maqalti, ça a été fait dans leur carrément leur chaîne tahet, il y a plus rien, plein d'articles qui parlent de ça. Mais en fait moi c'est plus l'autre épidémie d'infox ou de hoax qui circule justement sur WhatsApp, où c'est un phénomène qui précède bien, on va dire, la crise. Tu vois, c'est un phénomène qui existe bien sûr au Maghreb, mais également dans d'autres pays, mais il s'est accentué avec la crise. D'abord, on parle de deux choses. On parle du web visible. Donc c'est tous les contenus qui sont produits par des producteurs qui sont généralement identifiés à travers le web, qui est accessible aux moteurs de recherche, etc. Donc c'est soit des contenus YouTube, Instagram, Snapchat, etc. Donc oui. Ça c'est relatif. La réponse officielle peut être efficace et elle peut donner ses résultats. Maintenant, le web invisible, donc notamment des contenus audio qui sont partagés, ou là des vidéos, ou là des visuels qui sont partagés à travers des réseaux de chat, soit Messenger de Facebook, soit YouTube, etc. C'est là où c'est un peu plus compliqué, et c'est là où la réponse répressive n'est pas suffisante. C'est vrai qu'il y a des moyens techniques pour remonter un petit peu le contenu à travers la signature électronique d'un contenu ou ou de tracer la source, ou là de faire d'identification via la voix, où il y a d'autres moyens dont les services de sécurité disposent. Mais généralement, le mal est déjà fait quand on a détecté le contenu. Et la seule réponse, à mon avis, c'est une réponse de sensibilisation que l'État, je trouve que les médias officiels ont fait un rôle important pour sensibiliser sur cet aspect, qui a d'ailleurs été parmi les premières. C'est-à-dire qu'il y a une guerre contre la pandémie, mais il y a une guerre aussi contre les fake news, et je pense que la réponse officielle a été globalement correcte, et même la société a commencé à prendre conscience du danger de ces créateurs de contenu qui peuvent semer la zizanie, qui peuvent complètement détruire les efforts des organisations. D'ailleurs, pour la petite histoire, la plateforme de WhatsApp a annoncé hier qu'elle allait limiter la diffusion des contenus à travers surtout les contenus qui ont été détectés comme étant des infox, en analysant les contenus qui sont partagés, dès qu'ils sont partagés, qu'on peut pas envoyer à plus de 5 personnes. Et quand il est reçu par l'une des 5 personnes, celui-là ne peut envoyer qu'à une seule personne. Donc il y a une limitation technique qui va être introduite par WhatsApp, justement parce qu'on a du mal à maîtriser ce flux-là. Mais globalement, je sais pas si c'est le côté marocain un peu qui prend parole, mais je trouve que la réponse de notre pays jusqu'à maintenant a été à la hauteur. Globalement. Anna, j'aimerais juste revenir, tu vois, à un moment donné parler des médias, et on a vu tous passer cette décision d'arrêter les éditions papier des journaux pour cause justement de fermeture de kiosques, et c'est une décision d'ailleurs qu'on retrouve, en tout cas pour avoir suivi l'actu dans plusieurs pays, je pense on est les seuls pratiquement à avoir justement décrété cette décision. Donc pour un média au Maroc qui dispose d'aucune stratégie digitale, est-ce que on peut dire que la crise Hadis, ça vient comme une sonnette d'alarme pour des rédactions qui doivent vraiment se pencher sur le sujet? Alors le domaine des médias était déjà les mass médias, ou les médias journalistiques étaient
il y avait déjà un problème existentiel. L'absence le business model, le lectorat qui était très très limité. Il faut dire aussi que pour la presse papier, il y a moins de 300 000 lecteurs quotidiens. Donc déjà, on avait un problème structurel et on vivait à travers les quelques campagnes qui sont envoyées, à travers du lobbying, à travers des médias qui sont à l'ordre. Je ne généralise pas, mais globalement, le secteur avait ces problèmes. Il avait du mal à s'en sortir. Il y a eu quelques conversions vers le web, c'est-à-dire que quelques médias, il y a les pure players comme Express qui ont toujours, là, Yadi Ladi ou autres, qui ont toujours existé sur le digital. Donc ça, c'est les pure players qui intégraient un peu la dimension business model dès leur création. Et puis, il y a eu des réactions de part de médias classiques qui ont ouvert des sites, qui ont lancé des versions électroniques, mais ça restait un petit peu balbutiant, qui ne s'est pas structuré. Je pense que c'est maintenant l'occasion de restructurer tout ça et parce que il y aura, il faut pas se leurrer, il y aura une sorte d'hécatombe de ces médias-là ceux qui ne pourront pas résister ou là qui n'auront pas les aides de l'État, ils vont disparaître. Mais c'est l'occasion de mettre à plat un petit peu tout ça pour avoir des médias forts qui sont financés par leurs lecteurs, que ça soit le web ou le papier, et pour avoir un journalisme vraiment d'opinion, un journalisme qui soit au service de la société et non pas de ceux qui financent. Je veux pousser la discussion vers le post-coronavirus avec les changements qu'on a aujourd'hui. Les entreprises ils sont en train de prendre leur virage vers le numérique, la presse aussi, le consommateur marocain a de nouvelles habitudes. Je sais pas comment vous imaginez l'après coronavirus. On est un peu dans la prospective. Aujourd'hui, c'est une crise inédite qu'on n'a jamais vue par ailleurs. Aucun des auteurs de la science-fiction n'avait prévu ça de la manière qui est venue très rapidement. Oui. C'est en 2 mois, 3 mois, on s'est retrouvé dans une situation un peu. Il est très difficile de faire de la prospective. Mais ce qui paraît déjà aujourd'hui, c'est qu'il y aura un avant et un après, que ça soit au niveau de la société, au niveau des relations entre les acteurs, les relations familiales, les relations personnelles. Certainement, ils vont changer les priorités là, parce que là, le niveau de confinement nous renvoie, et ça, j'aimerais bien voir l'opinion d'un philosophe ou d'un sociologue pour qu'il nous analyse ça, parce que c'est ça la source de tout ce qui va suivre. C'est comment l'être humain et le Marocain va se repositionner dans l'univers, j'allais dire, par rapport à cette crise, parce que ça remet en cause ses priorités, etc. Maintenant, sur le plan économique, c'est clair que on va avoir une crise peut-être. J'ai lu ce matin que le FINSA, qui est l'un des grands acteurs au niveau mondial, est en train de dire qu'on reviendra à la normale qu'au bout de 3 ans ou 4. On reviendra au niveau d'IL 2019. Ici au Maroc, c'est certainement les conséquences. On a vu que à peu près la moitié ou les 2 tiers des personnes qui sont déclarées CNSS sont en arrêt de travail. Je pense qu'il y aura certainement une restructuration de la société, que ce soit sur le plan économique, donc les entreprises, au niveau des relations entre les citoyens et l'État. Donc l'État a été obligé d'accélérer certains aspects. Un chantier qui dure depuis 15 ans, c'est les aides directes. Comment mettre en place une aide directe, parce que tout ce qui est denrées alimentaires, les canfets d'am ou Sandouk al-Maqasa, etc. Exact. On voulait transformer en une aide directe vers les familles. Et c'était un chantier, les politiciens, le Parlement, le gouvernement n'ont pas pu avancer depuis une quinzaine d'années. Mais là, en 2 semaines, on a pu mettre en place une aide directe et les personnes l'ont reçue, que ce soit les aides des CNSS ou les aides directes aux ramédistes ou le secteur informel. Ça, c'est impressionnant.
moi, ce que je retiens, c'est que quand on veut, nous autres Marocains, on peut. Et il faut qu'on travaille sous la pression, mais on arrive à atteindre vraiment des résultats impressionnants. Justement, en fait, Anna, c'est ça, je prolonge un peu la question de Marwan, c'est que le monde post-corona, où je parle sous le prisme marocain, est-ce que des bonnes pratiques, le remote, le télétravail, les recrutements à distance, qui m'appellent les procédures de les mettre ou tout d'un coup des plateformes digitales pour faire des procédures en ligne. Moi, tu penses qu'il va survivre, les bonnes pratiques qui vont survivre. On va avoir demain de plus en plus d'offres, par exemple, d'emplois en remote au Maroc. Wesh, sur le plan culturel, il y a des choses, ils vont survivre au post-corona, où là, Gher Mojarrad l'a vu justement reprend le dessus. En fait, le vieux monde, en fait, il va dominer encore la scène. Là, je parle pour mon cas, par exemple. J'ai 2 entreprises. J'ai une dizaine de salariés dans chaque structure. Moi, certainement, on aura du 50% en remote, même après même post-corona. Qui n'était pas avant, bien sûr. Qui n'était pas avant, on était sur de l'exceptionnel, on était plutôt sur du 5% de personnes du travail qui est réalisé à distance. Maintenant, on passe, minimum, moi je dis minimum à 50%, voire plus. Je suis en train de voir. Parce que je trouve que cette manière de faire peut, sur certains aspects, plaire surtout pour les métiers de création, ou que ça soit un créateur de contenu, ou un infographiste, ou un créa en général. Il est difficile. J'avais déjà du mal et je voyais pas l'intérêt de lui imposer des horaires, parce que la productivité n'était pas liée à la présence au bureau, et je me retrouve avec des niveaux de créativité beaucoup plus intéressants que du présentiel. À part quelques réunions de coordination qui doivent être réalisées en présentiel, ou là des contacts avec les clients, mais globalement le gros du travail, 80% du travail peut être fait chez lui, selon son propre rythme, etc. Et ça, je pense que j'ai partagé ça avec pas mal d'amis et de personnes qui sont dans le privé, dans les PME, les PTME. Je pense que c'est quelque chose qui va rester. Ça, c'est un acquis, et je pense qu'on ne reviendra pas sur ça. Il y a autre chose sur la dématérialisation des procédures. Il y a pas mal de procédures qui vont être dématérialisées. Aujourd'hui, ceux qui hésitaient à utiliser des services bancaires en ligne, ils voulaient absolument se déplacer de la banque, faire la queue, déposer un chèque. Ils ont testé aujourd'hui la possibilité de faire avec une application mobile. Ça te prend 10 secondes ou 20 secondes pour passer un virement. Je pense que ça, c'est des acquis qui s'installent. Il y a un autre niveau, là, c'est la relation de l'État avec des citoyens avec l'État. Il y a des choses qui ont été déjà faites, notamment la dématérialisation de toute la partie déclaration, l'IS, l'impôt sur la société, la TVA, l'IR. Je pense que c'est quelque chose qui va s'installer et qui va se généraliser beaucoup plus rapidement dans d'autres secteurs, la douane, le ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est-à-dire que je rêve que c'est quelque chose, parce que dès que tu as mis en place une procédure dématérialisée, tu vois très rapidement le gain. Tu le vois très rapidement, à la fois par rapport à l'effort, parce que il faut pas se leurrer, quand je mets une procédure en ligne, je pousse les gens à faire le travail à ma place. Toute la saisie des informations, les formulaires, etc. C'est une charge en moins pour le donneur de service. Et c'est un gain aussi pour l'utilisateur de service, parce qu'il n'a pas à s'imposer des horaires de présence ou d'aller vers le fournisseur de service pour prendre la queue, pour garer sa voiture, pour prendre un taxi, pour attendre son tour, pour échanger avec une personne, on ne sait pas quel est son état d'esprit, etc. Globalement, je pense que pas mal de dispositions qui ont été prises en situation de stress et de crise vont persister, et tout ça, c'est dans l'intérêt de notre société et de notre développement. Alors, le temps passe très vite, d'autant plus que l'échange est très passionnant avec Marwan. Anna, j'ai juste une dernière question. Quel rôle pour les startups dans le Maroc de demain? Est-ce que tu penses que le Maghreb a le potentiel pour être aussi
une startup nation, un peu comme ce qu'on voit. Enfin, en France, par exemple, j'ai tendance, voilà, à faire des benchmarking et des parallèles avec le France, مثلا. Est-ce qu'on peut demain rêver d'une Moroccan Tech de la même manière qu'on voit aujourd'hui la French Tech? J'ai suivi ce sujet-là, depuis 2010, ou là un peu avant. Et, toutes les mesures qui ont été prises aujourd'hui ont été insuffisantes ou là inadéquates parce qu'ils étaient pensés par des fonctionnaires ou là des salariés qui n'ont jamais eu l'expérience de l'entrepreneuriat et encore moins dans le domaine de la start-up. Moi, sur cet aspect-là, je suis un peu plus pessimiste. Je suis optimiste sur l'ensemble des points dont on a parlé aujourd'hui. Mais sur cet aspect-là, je demande encore à voir. Théoriquement, c'est l'occasion. Mais pour ça, il faut dépasser l'état d'esprit le centralisme de Rabat, que les décisions soient prises à Rabat pour l'ensemble du pays, parce que le porteur le projet, les Foujda, n'est pas le même qu'Agadir, ni sur le plan business, ni sur le plan culturel, ni sur le plan marché, etc. Le fait que ça soit conçu par des personnes qui n'ont pas eu l'expérience et qui ne... Il y a qu'à voir, même sur les startups, je trouve les dispositions qui sont prises pour la TPE, pour la très petite entreprise. C'est toujours en décalage avec la réalité et on a du mal à aider le secteur des PME, des TPME parce que tu as un acteur, le décideur gouvernemental qui a un autre cycle de vie, qui vit selon un cycle mensuel, il reçoit un salaire chaque fin de mois, il est assuré de ce revenu-là jusqu'à la fin de sa vie. Comment il peut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a tout plaqué et qui vit au jour le jour et qui rêve de quelque chose qui va se lancer. Donc, un autre problème, c'est par rapport aux intermédiaires dans cette opération, notamment les services administratifs et les services bancaires, qui sont aussi en décalage parce que c'est des personnes qui cherchent la rentabilité à très court terme, qui ont toujours le confort de donner un crédit consommation à une personne qui touche 3000 dirhams, lui donner et avoir une traite de 1000 dirhams et ils ont leur marge assurée. Pourquoi il va prendre le risque avec un porteur de projet dont peut-être il y a que 10% de chance que l'affaire soit rentable. Donc je pense qu'il y a encore des blocages structurels. C'est dommage mais je le pense réellement et sur la base de l'expérience. Je sais pas dans quelle mesure on peut arriver à cette situation de Startup Nation où qu'on puisse avoir une explosion malheureusement. Voilà. J'aurais aimé terminer sur une note positive. Oui, bien sûr. En tout cas, ça fait vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est entièrement partagé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ou bien sûr, tu reviens quand tu veux. Inch'Allah, on espère, échanger encore. Déjà que on a largement dépassé le temps normalement qu'on fait pour les épisodes, mais parce que justement, ça a été passionnant, donc c'est plutôt bon signe. Et je trouve, juste un dernier mot, je trouve que l'initiative, elle est vraiment à saluer. Merci beaucoup. Parce qu'on a vraiment un problème de création de contenu, les podcasts au Maroc. On n'a pas beaucoup de contenu, tout le monde part sur du visuel, sur YouTube, etc. Rares les créateurs de contenu qui pensent à faire du podcast, sachant que c'est vraiment l'avenir, c'est quelque chose qui est en train d'exploser dans les autres pays. Je vous félicite pour votre courage et pour cette initiative et longue vie à votre podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère bien sûr vous réinvite Inch'Allah bientôt pour peut-être parler du post-corona avec peut-être des facts. Exact. Ou bien sûr avec de bonnes nouvelles, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est Marwan pour ton analyse très complète et pertinente. Merci Anas pour tes questions aussi. Avec plaisir, merci beaucoup à toi Marwan. Alors je vous donne Inch'Allah un nouveau rendez-vous et bien sûr de nouveaux sujets. Il y a beaucoup de leçons, je répète encore beaucoup de leçons à tirer de cette pandémie là et je vous dis bien sûr à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.